Salut, c'est Perrine de Basiologie. Merci à toi d'avoir cliqué sur ce premier épisode qui j'espère d'une longue série d'interviews de scientifiques provenant de différents milieux. Dans cet épisode, je suis partie à Paris interviewer Jeanne Lepayet qui a fondé durant sa thèse de recherche une entreprise mêlant l'art et la science. Durant cet épisode, nous aborderons différentes thématiques comme la création d'une entreprise durant une thèse, l'utilisation de l'intelligence artificielle au nom de l'art et de la recherche, mais aussi comment Jeanne a fait le lien entre sa passion du dessin et sa passion de la science. En te souhaitant une bonne écoute. Salut Jeanne. Salut. Merci à toi d'avoir accepté en tout cas de venir discuter au micro de Recherche chez vous. Et donc avant de commencer, en fait, je te laisserai tout d'abord de te présenter toi-même à notre audience. Ok, enchantée l'audience et merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc moi je suis Jeanne Lepayet, je suis ingénieure en biotech et docteur en génétique. Et puis pendant mon doctorat, j'ai lancé mon entreprise, Be-Ink. Be-Ink, tu dis. D'ailleurs, je me posais la question comment tu le disais. C'est une très bonne question parce que je l'écris Be-Ink, B-E-I-N-K, mais je le dis Be-Ink par rapidité, histoire de gagner une syllabe. Je t'avoue qu'en préparant l'interview, je me suis demandé justement comment tu disais. En fait, il faut vraiment dire comme on veut. Parce que moi, je dis Be-Ink et je me dis, mince, ça se trouve, je vais écorcher tout le monde dit comme il veut. Le gars à la poste, il dit Boink. Bon, voilà, on est très ouvert sur la question. Très bien, ça va, on va pas te heurter si... Non, très bien. Si du coup, je dis malencontreusement Be-Ink. Ok, donc justement c'est pour ça qu'en fait je t'avais proposé de t'interviewer pour justement parler de ton entreprise que tu as montée durant ta thèse. Oui. Et du coup je voulais en savoir un peu plus déjà quel avait été le parcours pour monter une entreprise déjà pendant une thèse parce que c'est un sacré parcours et ensuite de nous présenter aussi cette entreprise pour qu'on en sache un petit peu plus. Eh bien en fait je pense que parmi les gens qui montent des entreprises il y a tous les profils possibles imaginables. Là aujourd'hui je suis dans un incubateur, donc un incubateur c'est une structure qui accompagne des entrepreneurs. C'est un incubateur d'étudiants, il y a des gens qui sont en licence, en master et des gens qui sont en thèse, finalement, on n'est pas très nombreux en thèse. Et je pense vraiment qu'en fait, c'est une chance d'être en thèse et de lancer son entreprise en même temps, parce qu'on a un réseau étudiant, notamment avec le réseau Pépite, qui accompagne beaucoup d'universités et qui est vraiment très, très riche. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point aussi, c'est qu'en tant qu'entrepreneur et docteur ou futur docteur, on n'est pas hyper nombreux et ça met un petit peu, ça met un peu sur un piédestal assez sympathique, surtout qu'on est reconnu à la fois dans la sphère scientifique et à la fois dans la sphère entrepreneuriale. Ça, c'est assez appréciable. Ouais. Je pense que ça peut être un frein de se dire faut faire une thèse et aussi monter son entreprise. Ça peut faire peur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées et c'était aussi pour ça que je trouvais intéressant d'en discuter avec toi, de montrer que c'est possible. C'est possible. Et de parler justement de pépites. Et justement, je pense que ce qu'on entend beaucoup quand on veut démarrer une thèse, c'est à quel point ça prend du temps et à quel point déjà ça va pas durer 3 ans, mais ça va durer 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là, on n'aura jamais le temps de rien faire. Et je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Il y a des gens qui vivent la thèse comme ça et voilà. De toute façon, c'est aussi projet dépendant. Ça dépend de ton projet dépendant, ton labo. C'est encadrant dépendant et c'est personnalité dépendante. Et puis les gens qui véhiculent à quel point c'est dur, c'est les gens qui ont eu du mal à le vivre, cette thèse. Et donc, ce sont les gens qui ont besoin d'en parler. À l'inverse, les gens qui l'ont très bien vécu n'ont pas forcément besoin de le dire. Et donc, t'as souvent qu'un côté du miroir où les gens ont besoin de partager à quel point c'était dur et long. Oui, souvent, comme pour tout, on a toujours les avis négatifs, alors qu'en fait, les avis positifs, les gens ne s'expriment pas. Oui, personnellement, moi, j'ai adoré tout mon parcours. Ma thèse a été super. J'ai adoré aussi. Et puis, j'ai pris la thèse d'un point de vue très ingénieur. Donc, c'était ma formation à la base. Et j'ai bossé après 1 an en tant qu'ingé. Et donc, j'ai pris la thèse d'un point de vue très ingénieur, c'est-à-dire extrêmement pragmatique. Je me suis pas dispersée du tout. Et je pense que c'est pas non plus une démarche à suivre forcément. Le chercheur doit aussi un petit peu se disperser, aller voir ailleurs, se tromper de direction et tout. Moi, je réfléchissais à quoi faire, je faisais, ça marchait pas, je réessayais, mais voilà, je passais pas trop de temps à la réflexion non plus. C'était bon, ça a fonctionné, un papier, 3 ans. Oui, après, ça dépend, chacun a son mode de chacun a son mode de fonctionnement, mais c'est vrai que je l'ai pris plutôt de cet angle-là, et ça demande une organisation assez grande pour ça. Et puis mon projet entrepreneurial, en fait, ça m'a aidé dans ma thèse,
ça m'a aidé à me sentir plus adulte, dans un sens. La thèse, c'est là où c'est un peu étrange, c'est qu'on est vu comme des étudiants. En même temps, on nous demande d'être chercheurs. Et j'aime pas trop ce côté infantilisant. Comme je disais, j'ai été pendant 1 an avant la thèse, j'ai été ingénieur. Voilà. Ah oui, toi en plus t'avais travaillé avant, tu sortais pas de l'école, de master et ouais. C'est ça. Et donc du coup, j'étais déjà pas dans le même cadre et j'ai pas trop. J'ai pas trop vécu ça comme étant étudiant et j'aimais pas trop qu'on me rappelle mon statut d'étudiant. Après, moi, je me sentais comme étudiante où moi, c'est vrai que ça dépend des projets peut-être. Moi, j'avais un projet où t'apprends beaucoup de choses et en fait, même encore 3 mois avant la thèse, j'apprenais encore des expérimentations. Et du coup, c'est vrai que je me sentais un peu étudiante dans ce côté-là où il y a plein de trucs qu'on sait pas. C'est ça. Et, du coup, mais je pense apprend, mais c'est vrai que. Moi aussi, j'ai beaucoup appris là pendant ces 3 ans de thèse et je pense qu'on apprend beaucoup j'ai beaucoup appris aussi pendant mon année d'ingénieur. Et je pense qu'en fait, les gens, ils doivent se former pendant leur boulot aussi. Quand j'entends des gens me dire j'ai pas tel diplôme, telle formation pour faire tel et tel métier, mais en fait tu vas faire tel métier, tu postules, t'es pris et puis après tu vois, t'apprends sur le tas. Oui, je pense que de toute façon, moi je suis bien en train d'apprendre à faire des podcasts. Voilà, exactement. J'apprends à lancer des entreprises. Je vais pas passer un MBA pour lancer les entreprises. Donc oui, évidemment, c'est génial de passer des diplômes parce qu'on a vraiment une formation, il y a quelque chose. Mais après, il y a des choses qu'on peut vraiment apprendre sur le tas. Donc ça m'a aidé vraiment. Et puis en plus la genèse de cette entreprise-là, elle est très ancrée dans ce que je suis intrinsèquement, vraiment. Et c'est pour ça aussi que ça avait du sens de la monter pendant ma thèse. Okay. Donc moi je suis artiste graphique. Justement parce que on en revient, on n'a pas encore la genèse du projet. Comment c'est arrivé là sur le tas. Je suis née dans une famille d'artistes. Donc ils sont tous artistes, ils sont pas forcément dessinateurs. Mon père il fait des effets spéciaux, ma mère elle est designer lumière. Ah oui, donc c'est quand même un environnement dans le monde artistique. C'est ça. Quoi, donc, ils sont artistes et ils sont excellents dans leur domaine. Moi, j'ai choisi le dessin comme moyen d'expression artistique, mais... Et tu dessines très bien. J'ai vu quelques dessins. Ça fait 28 ans. Du coup, tu te dis, bon, est-ce qu'elle a vraiment du mérite mais... Toujours. De toute façon, je pense n'importe quel travaux, ils sont quand même assez bien. Donc, en tout cas, c'est vraiment un moyen d'expression que j'ai gardé depuis que je suis tout petit et dont je me servais beaucoup pour communiquer, notamment avec ma maman qui partait faire des spectacles à l'étranger pendant des mois. Et on s'envoyait des fax à l'époque. Ah ouais, c'est date. C'est vrai que ça rajeunit pas. Et je savais ni lire ni écrire, donc on se dessinait nos journées. Ah oui, d'accord, donc t'as vraiment commencé à dessiner, à communiquer avant de... Ouais. Ah, c'est bien. C'était vraiment un moyen de communication, le dessin, et c'était un moyen de réflexion aussi. J'ai découvert la science par l'art, donc les expositions, les grands scientifiques, Léonard de Vinci, qui dessinaient toutes leurs expériences, c'est vraiment un univers, c'était par ce biais-là que j'ai rencontré les sciences. Dès petite, t'as déjà été... C'est ça. Par contre, j'ai jamais hésité, c'était les sciences que je voulais faire, c'était ma passion, et l'art, c'était un moyen de communication, un moyen de réfléchir, un moyen de cultiver ta créativité. Voilà. C'est bien, Et donc, je me suis lancée justement dans la science par ce biais-là, et j'étais un peu déçue après que l'art soit pas du tout au rendez-vous dans le monde scientifique, en fait. C'est vrai que, alors pour le coup, moi, j'ai découvert ça très tard. Là, moi, je commence à découvrir l'art et le dessin et aussi la communication via le design, le dessin et le visuel. Et c'est vrai qu'en rentrant dans ce milieu-là, on se rend compte qu'effectivement, dans le monde scientifique, en fait, c'est pas du tout employé et c'est pas très courant. Les gens ne font pas trop attention à ça. Enfin, ça tend à et pourtant, c'est vital parce que quand tu veux publier tes résultats de recherche, déposer des brevets, expliquer tes recherches en congrès, si t'as pas un visuel à la fois crédible esthétiquement et clair dans ce qu'il présente, ta réputation de chercheur, elle en prend un coup, quoi. De toute façon, pour que ça soit ancré, pour que l'information soit intégrée, pour une même information, si t'as un joli visuel et un pavé avec du texte sans graphisme, de toute façon, on sait très bien quelle information va être retenue. Tout à fait. Et puis, pour l'ouverture de la science aux plus jeunes, quand on dit qu'il n'y a pas assez de personnes qui choisissent les filières scientifiques, je pense que le visuel et à qui on s'adresse et comment, de façon adaptée, ça va jouer beaucoup dans le futur. Moi, par exemple, qui n'aime pas trop lire, j'apprends beaucoup plus dans les designs et dans les
dans les dessins que de lire des textes. Moi, j'ai du mal à lire des gros textes, et je pense qu'il y a beaucoup de gens ou beaucoup de personnes suivant les personnalités qui ont du mal à lire l'information sur un gros pavé. Moi, je vais plus retenir avec du visuel que. Je pense comme beaucoup peut-être de personnes. En tout cas, je te laisse présenter justement ton entreprise, parce qu'on en a toujours pas parlé. On n'a pas vraiment présenté qu'est-ce que c'était exactement. Eh bien oui, l'entreprise elle est née du fait qu'avec cette double compétence art et sciences, je me suis mise à créer des dessins scientifiques sur commande. Donc au début ça commence avec les professeurs, ça fait une dizaine d'années que je fais ça maintenant. Donc au début des professeurs, après ça a été des chercheurs, après ça a été de plus en plus gros, comme par exemple Sorbonne Université. Et juste pour rappeler aux auditeurs, parce que du coup tu as fait ta thèse. Oui, j'ai fait ma thèse à Sorbonne Université, exactement. Ouais. Et puis avant ça, j'ai fait mon école d'ingé à Nancy. Et donc, du coup, il y a aussi la ville de Nancy qui a commandé des dessins. Et ce qui était pratique et ce qui l'est toujours, en fait, c'est ça un peu la force de Bink. C'est qu'en tant que scientifique, je comprenais plus rapidement, disons, des sujets tech, scientifiques et tech que les personnes voulaient véhiculer. Donc, il n'y avait pas cette déperdition d'informations parce qu'on est du même milieu. Et donc, je sers d'intermédiaire entre cette traduction scientifique vers la traduction artistique et inversement. Et puis j'ai voulu aller un peu plus loin parce que j'apprécie beaucoup créer ces visuels pour les scientifiques, mais j'aimerais bien que plus de personnes aient accès à ce genre d'outils. Et donc je suis en train de développer une intelligence artificielle, donc avec un certain nombre d'autres talents qui travaillent avec moi dessus, et j'ai beaucoup de chance d'ailleurs. Et donc une intelligence artificielle qui transforme les brouillons à main levée des scientifiques en Visual Pro. Donc pourquoi à partir des brouillons ? Parce que le nombre de fois où je recevais des mails de gens qui me disaient voilà la bibliographie, et moi j'ai découvert cette structure de protéines, mais j'ai besoin d'une partie de la figure 1A de l'article truc, et puis d'une partie... Eh ben non, en fait, si c'est toi qui l'as découverte, cette structure, c'est à toi d'en faire le patron. Donc la maquette, le brouillon, ça prend 5 secondes, peu importe nos talents en dessin. 5 secondes parce que tu places les différents éléments sur ton visuel. Et puis après, tu me l'envoies. Et puis toi, en fait, c'est en tant que scientifique, d'avoir le crayon en main, ça te donne toute la créativité, la liberté. Et puis surtout, ça te fait poser toutes les bonnes questions. Oui, en cours, par exemple, l'élève très très chiant de la classe, c'était moi. Je pense que tous mes professeurs s'en rappellent, parce que je posais une quantité de questions astronomiques liées justement au fait que je dessinais tous mes cours. Donc, dans le cours, quand il y a écrit la protéine A interagit avec la protéine B, je peux la prendre comme ça. Mais le fait de le dessiner, tu te dis, elle interagit comment ? Elle se touche. Comment est-ce qu'elle se touche déjà ? Si elle se touche à quel niveau ? Et comment est-ce qu'elle se touche ? Enfin, tout ça, des questions qu'on se pose pas forcément, ou je pense en mettant sur le papier qu'on se rend compte en fait qu'on n'a pas toutes les réponses. Exactement. Et donc je voulais vraiment donner cet outil-là aux scientifiques pour même l'aider à aller plus loin dans ses réflexions. Et moi, je m'occupe de traduire son visuel brouillon en Visual Pro, qui puisse partager dans le style graphique adapté à son sujet, à son public et à ce qu'il vise comme retombée, quoi. D'accord. Donc là, à l'heure actuelle, en fait, c'est si, par exemple, là, un chercheur aurait comme tu dis, ou une communication scientifique, un congrès, et il a un visuel en tête, mais il est il a pas le niveau pour dessiner, en tout cas, il a pas les compétences pour ressortir ce qu'il veut. En fait, il t'envoie un peu son brouillon. Et puis toi, derrière, tu soumets le brouillon à ton intelligence artificielle. Voilà, alors là, elle est en cours de développement, donc elle n'est pas encore... l'idée, c'est que bientôt, la fin d'année 2023, ce soit un service qui soit assisté par IA. Donc c'est nous au sein de Bink qui nous servons de cette IA-là pour accélérer les process, et qu'après, au fur et à mesure de cet entraînement d'intelligence artificielle, elle puisse être directement mise dans les mains des scientifiques. D'accord. Et puis effectivement, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Là, Bink est rentré dans la banque fournisseur de l'Université de Lorraine, de l'Université de Nantes, de Sorbonne Université, de l'INSERM et du CNRS. Et donc, ça facilite les transactions avec notamment les universités.
Mais effectivement, c'est ce qui se passe. C'est il faut que je communique sur tel truc. Voilà la tech. Est-ce qu'on peut en discuter parce que j'ai des idées, je sais pas trop comment les mettre. J'aime bien le style graphique de machin, mais je veux pas copier celui-là. Je voudrais qu'on crée une autre. C'est aussi un moyen de créer une identité visuelle pour chacun des laboratoires, se distinguer les uns des autres. Une homogénéité entre les équipes d'un même labo et en même temps une vraie identité. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, le nombre de postes disponible pour les chercheurs, il n'est pas énorme, les gens sont pas forcément renouvelés. Et donc, l'idée, c'est de se démarquer aussi par le visuel et pas d'avoir un visuel uniforme qui te fond dans la masse. Ah, c'est bien. Et donc là, donc tu disais que l'intelligence artificielle a été disponible, elle sera sûrement disponible fin de l'année. Ouais, donc cette année, est-ce qu'on peut encore, vous fournissez déjà des visuels, est-ce que vous le faites à la main? Alors, on fournit les services à la main. En plus, en ce moment, c'est marrant parce que je suis en train de former des graphistes et des designers pour qu'ils prennent une partie de ma charge de travail. Là, par exemple, ce mois-ci, on a 3 commandes sur les bras. Je suis jamais allée chercher les clients parce que j'ai soutenu ma thèse fin octobre de l'année d'avant. Et clairement, avec la thèse, monter l'entreprise et les commandes que j'avais, Bon. Oui, il y avait déjà beaucoup à faire. C'est déjà pas mal, donc je suis jamais allée les chercher et je continue à pas aller les chercher pour l'instant. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que du bouche à oreille et des recommandations des uns des autres, je reçois des commandes de personnes que je connais pas. Oui, qui ont entendu parler. Voilà, et puis, exactement. Et du coup, je forme des jeunes personnes qui elles-mêmes ont une formation en art et en graphisme. Moi, je sers d'interprète scientifique, artiste, puis artiste scientifique. Et l'idée, c'est de déléguer une partie. Ainsi, on pourra prendre plus de commandes. Et puis, dès que le prototype d'IA va être en route, c'est d'accélérer, d'automatiser toute une partie de ce processus-là pour accélérer la commande client aussi. Ok. Mais une fois que l'IA sera en marche, du coup, ces graphistes-là qui travaillent ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Enfin, là, est-ce que ça sera pas trop automatisé ou il y aura encore à l'échelle humaine? Je pense dans 5-10 ans, ce sera très automatisé parce que les IA, elles auront énormément se seront énormément développées. Mais il y aura toujours la compétence humaine. Et là-dessus, je suis contente d'ailleurs parce que ce projet-là, j'en ai beaucoup discuté. Je l'ai pas mal présenté à des dessinateurs scientifiques du Muséum d'Histoire naturelle, qui est le grand pôle de dessinateurs scientifiques en France. Et ils ont vraiment accueilli le projet à bras ouverts, pas du tout en me disant en fait tu vas nous voler notre travail, il n'y en aura plus de travail. Non, c'est vraiment une synergie. Ce que j'essaie de faire avec Bink et ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, c'est vraiment d'allier l'art et la science. Et Bink sera aussi une plateforme, une communauté de gens. Donc, que ce soit des scientifiques ou des designers, où les scientifiques montrent ce qu'ils ont créé sur la plateforme Bink, que les designers puissent récupérer en disant, je te propose ça, mais pas avec des mots, c'est vraiment le dessin qui est le langage utilisé. Donc, j'écris pas un pavé en disant tu pourrais modifier ci, ça. Je crée une sous-version du visuel, je modifie. D'accord. Voilà. Et même les artistes scientifiques peuvent s'y connecter, soumettre leur truc en disant j'ai eu cette commande. Est-ce que scientifiquement c'est correct? T'as d'autres gens dans la communauté ça fait un réseau plus large que juste créer avec l'IA. Oui, donc c'est bien parce que c'est vrai qu'en plus en ce moment il y a quelques polémiques avec l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT. Ouais. Donc c'est pour ça que je me permets de poser la question parce que c'est vrai. T'as des problèmes éthiques aussi quand tu développes une IA. Là, ce qui est cool, c'est que l'équipe avec laquelle je vais monter le prototype est impliquée dans ce problème d'éthique d'IA. Donc ils ont un philosophe de l'IA, ils l'ont pas appelé comme ça d'ailleurs, un expert de l'éthique de l'IA dans leur équipe aussi. Et puis il y a le problème de l'éthique d'une part qui nous est à cœur, et l'autre problème entre guillemets sur lequel on travaille aussi, c'est la consommation d'énergie que demande une IA. Ok. Et moi quand j'étais ingénieur, j'ai fait partie des gens qui ont inventé le brevet sur l'encodage de données numériques dans l'ADN. Donc, c'était aussi dans l'idée de stocker des données sans être trop énergivore. Donc là, la question se pose aussi. Et l'idée, c'est d'utiliser plus du transfer learning que du machine learning. Donc, d'utiliser des briques préexistantes, des IA pré-entraînées que tu réentraînes sur tes données, et de créer tes IA en briques réutilisables par la suite pour d'autres projets. D'accord. Histoire de pas... Ouais. Donc c'est un bon moyen
de coupler l'IA et l'humain et un peu l'écologie et de limiter l'idée c'est vraiment de fédérer tout ça. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas le choix. L'IA est en train de venir et bien partout de toute façon. Donc, on peut pas y échapper. Donc c'est vrai que c'est une bonne solution d'essayer d'allier et de pas non plus être remplacé totalement. Oui, il faut pas lutter contre, travailler avec les IA. Travailler avec, tout à fait. C'est bien. Savoir travailler avec et le faire de façon intelligente et humaine, quoi. Donc là-dessus, on est assez impliqué dans cette dynamique-là. C'est bien. C'est super intéressant, du coup, surtout en plus un peu au cœur des sujets polémiques sexuels. Donc c'est bien aussi de montrer que il y a aussi des projets qui montrent qu'on peut travailler avec une IA sans être totalement remplacé par l'IA et que ça peut aussi être un complément c'est ça. Et ça peut aussi aider les graphistes et autres, et les scientifiques. Donc, les scientifiques et les graphistes. Et après, l'idée, une fois qu'on l'aura validé dans le milieu scientifique, cette IA-là, ce sera d'aller voir un peu plus loin. C'est vraiment un langage universel, le dessin, c'est-à-dire que des experts de différents domaines, ou de différents pays même, peuvent communiquer entre eux via le dessin pour se faire comprendre ou pour réfléchir. Et ça, c'est un outil extrêmement puissant. Et puis, ça permet aussi à d'autres, je pense notamment aux personnes qui sont atteintes de troubles 10 ou d'autres handicaps, de communiquer et de comprendre aussi. Ça permet vraiment d'adresser de pouvoir communiquer des sujets qui sont réservés souvent aux experts ou aux personnes qui ont certaines capacités. Et là, de les exporter au grand public et de promouvoir la science ouverte et le partage de savoir de manière universelle. Ok, très intéressant. En parlant de l'entreprise, justement, donc tu avais des graphistes, donc à l'heure actuelle, est-ce que vous êtes combien chez Bing ? C'est une grande question, parce que Bing, c'est deux entités en une, un peu. Donc il y a Bing, l'entreprise en SASU, SAS, bref, c'est une forme d'entreprise que j'ai créée il y a 1 an et demi maintenant, au cours de mon doctorat, qui elle prend des commandes et c'est là-dessus qu'on fait passer les commandes clients, etc. Dans cette entreprise-là, il y a pas de salariés, il y a pas de même moi je suis juste présidente de cette SASU, il y a pas de salariés, mais ça nous permet de générer ces flux clients aussi et de rémunérer les prestataires externes, notamment les graphistes qui pour l'instant sont prestataires externes. Par contre, l'intelligence artificielle de Bing sera créée dans le cadre d'une entreprise co-fondée avec ces experts en IA. D'accord. Et ça, pour les gens qui sont intéressés pour monter des entreprises, ça les concerne surtout eux finalement, puisque c'est un peu des trucs administratifs. Hein. Mais quand on monte une entreprise, notamment une entreprise tech, il faut que l'équipe fondatrice soit complète, c'est-à-dire qu'elle ait toutes les compétences. Donc moi, j'ai une partie des compétences, puis j'ai un réseau de clients qui sont déjà satisfaits. L'IA, je me forme dessus, mais c'est clairement pas mon domaine initial. Donc s'allier avec des gens dont c'est le cœur de métier, c'est tout bénef, déjà parce que ça réduit les coûts de développement. Et ensuite, parce que ça apporte une valeur ajoutée à l'équipe fondatrice. Et puis ensuite, on va créer cette nouvelle structure cette année, mais le plus tard possible, c'est-à-dire au moment où on va demander des bourses de création d'entreprise ou des levées de fonds, mais voilà, assez tard. Parce que là, du coup, comment tu finances tout ça ? Et là, justement, c'est ça l'intérêt d'avoir des associés, c'est qu'en fait, on va monter le prototype ensemble. Eux, ils seront payés en capital et en argent sur la bourse que l'on demande, et on vise la bourse French Tech Émergence. D'accord. C'est pour les gens qui auront envie d'en discuter, ils peuvent toujours me poser des questions. C'est des bourses qui sont données par la BPI, qui est l'organisme référent quand on crée une entreprise. D'ailleurs, si des gens ont des questions, c'est juste pour information, donc je mettrai tes contacts en description. Et le site aussi internet de Bing pour les gens qui voudraient aller jeter un œil. Et du coup, donc là, à l'heure actuelle, donc t'as pas de recrutement futur. C'est prévu après la bourse, l'obtention de la bourse justement, parce que les associés avec qui je suis vont pas être salariés de l'entreprise, parce qu'ils ont eux-mêmes une entreprise par ailleurs. C'est-à-dire, elle est cofondée avec une entreprise, cette société-là, Bing Dream, on l'a appelée. Et puis, donc c'est prévu. On cherche
là, on a un board de personnes très développé, donc je suis super contente. On est 15-20 personnes qui potassent sur le projet. Moi, je suis la seule à plein temps dessus, mais tous ces gens-là sont des talents, des experts en tout, marketing, juridique. Ah oui, donc voilà. t'as vraiment t'es aidée aussi. Ouais, je suis vraiment très entourée. Ça, c'est hyper important. Enfin, pour n'importe qui veut lancer une entreprise, vraiment le réseau, c'est la clé. Et donc, pour répondre à ta question sur le recrutement dans les 3 premières années de la création de Bing Dream, on compte recruter à la fois quelqu'un en IA, à la fois quelqu'un en web design, UX, UI design, à la fois quelqu'un en marketing, pour étoffer, et puis le plus possible des artistes scientifiques qui vont rejoindre, donc à voir avec eux, soit en freelance, soit en salariat. Comment ça va se passer, mais on va rester connecté exactement. sur le site ou sur le compte Instagram. En plus, on reçoit des demandes de stage et même des demandes d'emploi. Et je trouve ça super parce que c'est bien, ça montre que ça intéresse. De toute façon, il y a plusieurs domaines là qui sont concernés, donc c'est ça. En fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec ce projet-là, c'est que on peut développer énormément de choses en parallèle. En plus, on est assez ouvert sur les propositions des uns et des autres. Notre objectif premier, c'est que ça réponde aux besoins du marché, aux besoins clients, parce que c'est à eux qu'on s'adresse, c'est pour eux qu'on le fait. Et après, n'importe quelle idée par rapport à ça, on est content de les avoir, quoi. C'est bien, ça montre aussi la motivation et le désir dans le monde scientifique de cette entreprise. Puis il y a un réel plaisir aussi là-dessus, on se positionne beaucoup là-dessus, c'est sur l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on donne des formations auprès des scientifiques pour créer leur visuel, augmenter leurs compétences. On va pas rendre les gens artistes du jour au lendemain, mais leur donner des astuces, comment bien créer un visuel. Eux, après, ça leur permet de travailler encore plus efficacement avec nous, parce qu'ils savent poser des bases d'un brouillon qui va faire que nous, on va travailler plus vite dessus. Et ça c'est intéressant. Ça passe aussi par notre blog sur Bing, parce que c'est des articles que je rédige ou que je co-rédige en vue justement de donner des astuces, des techniques, et en vue aussi de présenter des portraits d'artistes scientifiques et de scientifiques artistes pour remettre au goût du jour un certain nombre de choses qui se perdent un petit peu, et pour montrer l'utilité du dessin. C'est vrai que ça me fait penser à la citation que tu avais, en tout cas qui est sur le site, qui est quand l'art quand l'art parle à la raison et la science à l'émotion. Oui. Et j'avais trouvé ça super intéressant, parce que souvent on se dit l'inverse, que c'est l'art et l'émotion, et là la science. Oui, c'est un vrai jeu de mots là-dessus. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est mon papa qui l'a trouvé et qui m'a dit mais Jeanne, ton sujet, ça me fait vraiment penser à ça. C'est ça, ça montre. En fait, c'est l'alchimie des deux. Je pense que mes parents sont mes plus grands critiques dans la vie. C'est dur parfois, mais c'est très utile. C'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse. The hard way. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il me rappelle constamment que non, faut pas opposer art et science. C'est vraiment une alchimie des deux qui nous fait avancer en tant que scientifique et en tant qu'artiste. Et cette phrase-là, pour moi, la reflète vraiment. Ça me plaît beaucoup. C'est pareil, je m'étais dit, c'est ça montre bien le lien entre les deux, donc j'avais trouvé ça super intéressant. Et on en a déjà mentionné un petit peu avant. Donc, tu as parlé du concours Pépite. Donc, c'est un concours pour les monter une entreprise, de start-up en tout cas. Oui, je peux parler un peu du réseau Pépite. Peut-être que ça serait comme tu disais, il y avait peu de doctorants qui y vont. Donc, parce que des fois, il y en a qui ont peut-être peur de monter son entreprise pendant sa thèse. Du coup, je voulais montrer. Franchement, je ne cesse de le dire aux gens qui sont en doctorat et qui me disent j'aimerais trop monter ma thèse, mais je vais attendre. Non, en fait. Non, pourquoi non? Parce que Monter ton entreprise, faut pas attendre, parce qu'en fait, pendant que tu es en thèse, surtout quand tu es dans une université qui est affiliée au réseau Pépite, et il y en a énormément. La plupart des grandes universités. La plupart des grandes universités, peut-être toutes les grandes universités. En tout cas, il y a moyen de trouver, il est très soudé. Pourquoi il faut y rentrer pendant qu'on est encore en thèse ou encore en études en général? Parce que on peut pas y rentrer autrement. En fait, c'est un réseau pour les étudiants, donc autant en profiter. À partir du moment où vous allez quitter la thèse, vous allez quitter le réseau étudiant, et donc vous n'avez plus accès à toutes ces aides.
Et donc, comment ça se passe nous, au réseau Pépites Sorbonne Université, mais je pense que c'est globalement la même chose dans les autres pépites, on avait cours le mercredi soir à hauteur de 3 heures. Parfois, on avait cours le samedi, genre une journée le samedi, mais c'était assez rare. C'est vrai qu'il y avait des cours par contre là-dessus. On a des cours un peu... oui, magistraux, mais appliqués à notre projet, c'est-à-dire quand on doit rendre des choses, par exemple rendre un business plan, c'est le business plan de notre projet, pas le business plan. Hein. On a chacun des projets très très différents, des stades de développement assez différents, même si tout le monde est un peu tôt dans sa création d'entreprise. Parce oui, que, donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir une entreprise déjà bien... Non, et il y a plein de gens qui ont avec une idée. Exactement, c'est des porteurs de projets qui recrutent. C'est important de dire ça, parce que souvent, on a souvent des idées qu'on ne prend pas le temps de développer. Non, en plus, il faut vraiment y aller, quoi. Il y a des gens qui avaient une idée au départ, ils sont rentrés dans le réseau Pépites, au bout de 2 mois, ils avaient une idée qui n'avait rien à voir. Donc, il faut vraiment en profiter, parce que... Puis des idées, enfin, pour donner un exemple, c'est pas forcément des trucs, des techs qui sortent de nos recherches scientifiques. Moi, c'est pas le cas, par exemple, même si ça reste tech. Il y en a d'autres, ça n'a vraiment rien à voir avec le Schmool Week. Il y en a une, par exemple, qui voulait faire un bar itinérant, qui finalement a switché sur une autre idée parce qu'elle est... Oui, donc c'est pas forcément en rapport avec la science. Non, rien à voir. Je crois qu'elle elle est éditrice de livres. Enfin voilà, il y a vraiment des projets, des gens qui faisaient du savon. Voilà. Ah oui, donc il y a plein de choses. C'est vrai que souvent on a peur d'être bloqué aussi dans son projet de thèse et dans son projet de recherche, et des fois on a d'autres idées annexes, on n'est pas obligé de... on peut rester bloqué en se disant bon, on n'a pas l'opportunité, ou faudrait tout abandonner pour se lancer dans son deuxième projet, alors qu'en fait... Non, pas du tout. Et puis moi, je pensais pas du tout rejoindre le réseau Pépites à la base, parce que justement, je pensais que c'était réservé aux gens qui avaient une tech qui sortait de labo, et il y en a dans le réseau. Et c'est le Muséum d'Histoire Naturelle qui m'a dit non, faut absolument que tu rejoignes Pépites. Tu peux pas le rejoindre par nous parce que t'es pas étudiante chez nous, t'es étudiante à Sorbonne. Il y a beaucoup plus de sens d'aller rejoindre Pépites Sorbonne, mais il faut absolument y aller. Donc il y a ces cours-là qui apprennent beaucoup de choses, qui évitent de faire un certain nombre d'erreurs. Moi, la première Bing Sazu là que j'ai montée tout seul. Je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables, et ça m'a énormément appris. Je regrette pas du tout. Mais c'est vrai que on va plus vite et plus loin quand on se fait accompagner, donc il faut le faire. C'est sûr. Et puis après, donc on a un concours à la fin de cet accompagnement qui dure 1 an. Ça dure 1 an scolaire, donc ça finit en juin, un truc comme ça. Donc là, celui de 2022 que Bing a remporté. Ouais, en fait, le concours se passe en juin-juillet, je crois, si je me rappelle, en juin même. On a les résultats en juillet-août. Là, c'est très difficile parce qu'on a le droit d'en parler à personne. Ah oui. Après, il y a le résultat en septembre. Alors, en septembre, c'est les résultats régionaux, c'est-à-dire que Bing a été lauréat du concours Île-de-France. Donc, c'est une dotation de 2 000 € en accompagnement. Ça peut être un accompagnement juridique, comptable. Qu'après tu peux utiliser comme tu veux. Tu peux utiliser dans un incubateur de start-up aussi. D'accord. Mais c'est pas des sous que tu peux mobiliser autrement que dans le cadre d'un accompagnement. Et puis il y a le concours Pépites France, dont on a été lauréat, duquel on a été lauréat également. Donc où là, encore félicitations. Et là, c'est 10 000 € en argent vrai, donc toujours pour le compte de l'entreprise. Et nous, par exemple, ce sont 10 000 € qu'on va mettre au capital de Bing Dream pour créer avec un bon capital de départ. Oui, donc ça aide, c'est un bon tremplin. Donc, ça aide énormément. Au-delà de l'aspect financier, c'est une mise en avant qui est incroyable. Là, aujourd'hui, je suis dans l'incubateur qui s'appelle Pépite Startup au sein de Station F. Où on est actuellement. Et je suis sûre que le fait d'avoir été lauréat a beaucoup aidé là-dedans. Puis d'ailleurs, pour la petite histoire... le fait de créer ce projet-là me fait rencontrer énormément de personnes, notamment le directeur adjoint du Centre d'intelligence artificielle de Sorbonne Université, qui m'a proposé de me prendre en résidence quand j'aurai fini chez Station F. Ça permet de faire son réseau petit à petit aussi. C'est ça. Et en fait, vraiment, mais il faut se lancer dans l'entrepreneuriat parce que tu rencontres tellement de gens. Et c'est la première fois... vraiment de ma carrière, même si je suis jeune, on peut quand même parler de petite carrière. C'est vraiment la première fois que je mobilise toutes mes compétences, c'est-à-dire à la fois l'aspect scientifique, l'aspect artistique, l'aspect relationnel parce que tu rencontres des gens, l'aspect de prise de parole en public parce qu'il faut que tu pitches constamment. Le fait de faire du sport, en fait, ça noue des relations avec d'autres gens qui font du sport. Enfin, c'est tout un truc, et toute ta personnalité, tout ton toi, tout ton être est mobilisé dans la création d'une entreprise, et ça c'est juste merveilleux. J'adore. C'est très formateur et très enrichissant. Exactement. Donc on encourage. Ça j'adore.
Et du coup, pour la création justement de cette entreprise, ça t'a pris à peu près combien de temps Déjà, tu as eu ton idée quand pendant ta grande thèse question. ou avant? Alors, j'ai eu l'idée pendant la thèse, c'est-à-dire que je faisais déjà du dessin pour les scientifiques avant. J'étais auto-entrepreneur. J'aurais pu continuer sous ce format-là d'auto-entrepreneur. L'idée de créer son entreprise, c'est aussi de se jeter dans l'entrepreneuriat et de pied dedans. Ouais. Et moi, la tête la première pour le coup. Et ça, c'est ce qui m'a ouvert le plus facilement les portes de l'entrepreneuriat. Comment ça s'est fait? Ça m'est arrivé au tout début de ma 2e année de thèse. Ok. Ah oui, donc ça, du coup là, sachant que tu as eu ta thèse au bout de 3 ans. Ouais. Donc en fait, moins de 2 ans, enfin en tout cas. Oui, c'est ça. Dans les 2 ans. Ouais. C'est ça. Je faisais déjà du dessin pour les scientifiques, et puis je pense que c'est une discussion avec ma famille qui me disait mais c'est un peu dommage parce que tu travailles sur un sujet de thèse où tu dis toi-même que après tu veux travailler dans un autre secteur parce que le secteur dans lequel j'étais quand j'étais ingénieur me plaisait plus que celui dans lequel j'étais quand j'étais en thèse. C'était en quel domaine, du coup, la thèse? La thèse, c'est de la recherche fondamentale, pure et dure, en biologie cellulaire et génétique, alors que l'aspect ingénieur, c'était plus de biotech. Et voilà, ça restait la recherche fondamentale, un petit peu plus appliquée quand même, parce que c'était l'encodage de données numériques dans l'ADN. Donc même si c'était avec le CNRS, et ça reste... quand même fondamental, mais c'est 2 mondes très différents. C'était complètement un choix réfléchi de ma part que de faire cette thèse en biologie fondamentale, recherche comme ça. C'est parce que tu voulais tester un nouveau domaine, tu voulais découvrir? Disons que quand tu es ingénieur et que tu es dans le milieu universitaire, on te reproche un peu vite le fait que tu peux pas être expert dans plusieurs domaines. Donc, soit tu sais pas tout faire, soit t'es médiocre en tout. Parce que t'as pas de thèse ou parce que... Alors, déjà, il y a la guéguerre du fait que t'aies pas de thèse, mais aussi parce que en tant qu'ingé, en tout cas sur le projet sur lequel j'étais, je faisais à la fois de l'informatique, à la fois de la bio, bien sûr, à la fois de l'histoire et de la philosophie, parce qu'en fait, les textes que j'ai encodés dans l'ADN, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc, t'as de la rencontre avec des philosophes, des historiens... qui sort complètement, en fait, UNESCO, de la biologie. Ouais, qui sort complètement. Et donc, les gens, ils sont là, mais t'es quoi, en fait? Enfin, t'es quoi? Et toi, tu te dis, mais t'as pas fait 25 ans d'études pour qu'on sache pas si t'es en thèse ou pas, enfin si t'es en biologie ou pas en biologie. Donc ça a été vraiment un choix de faire cette recherche-là, et puis un choix de formation aussi pour voir ce que c'était vraiment la recherche fondamentale. Et ça m'a ouvert pas mal de portes dans le milieu académique, la partie universitaire. Donc vraiment, je regrette pas du tout, mais je savais à l'avance que tu ne pouvais pas continuer, j'allais pas travailler sur CDC5 pendant les 35 années qui allaient suivre, quoi. Et même si j'ai adoré, mais c'est de la curiosité professionnelle. Mais après, mais ça montre aussi qu'on peut faire une thèse sans se dire après derrière faut partir en tant que chercheur. Et ça, pareil, il faut le dire aussi, parce qu'on le dit pas assez. C'est pas parce qu'on fait une thèse sur un truc qu'après il faut rester sur ce truc-là. On peut faire plein de choses. Et moi, je valorise surtout ces côtés-là où on teste beaucoup de choses. Et voilà, ça ouvre d'autres thèses. C'est multidisciplinaire. Parce qu'on apprend tellement de choses. T'apprends énormément de choses. Donc ça ouvre aussi beaucoup de portes dans différents domaines. Donc faut toujours le prendre de ce côté-là. Beaucoup aussi, je pense, vivent mal la thèse. Peut-être parce que leur projet se passe pas forcément bien, mais aussi parce qu'en fait ils se voient pas continuer là-dedans et du coup ils veulent pas et ça fait en retirer les points positifs. C'est ça. Alors sauf que là, qu'en fait, carrément que tu peux passer, étudier un domaine et ça t'apprend. Exactement. En fait, l'idée c'est pas de continuer forcément là-dedans. Il y en a qui le font et c'est très bien. C'est plutôt de prendre toute cette formation qui est à apprendre comment tu conduis un projet, comment tu cherches, comment tu trouves aussi, comment tu valorises tes résultats, tout ça. Et du coup, la discussion est venue de mes parents qui disent en gros. Tu passes toute la journée avec des chercheurs et puis tu prends pas contact, tu gardes pas contact avec eux parce que le soir tu vas dessiner sur des trucs qui ont rien à voir. Alors oui, c'est vrai. Et après j'aurais dit mais j'ai une petite idée, c'était de combiner les deux et comme ça les chercheurs que je rencontre en fait ils m'intéressent plus parce que je peux discuter de ça avec eux. Ouais, c'est ça. Et puis après c'est parti en live complet. Non, mais après c'est parti très gros direct avec cette création d'entreprise. T'as contacté directement Pépite après ou... Non, pas du tout. J'ai passé un an dans la semoule complète. D'accord. Un peu plus un an complet. Donc j'ai créé. T'encourage encore plus de contacter Pépite parce qu'il faut le faire. J'étais toute seule pendant un an, ou quasiment un an. De mars 2021, j'ai créé.
Et donc cette discussion-là dont je parlais, c'était en janvier 2021. En mars 2021, j'ai créé l'entreprise et j'ai rejoint Pépite qu'en novembre, parce que j'avais un mois de retard, parce que j'ai raté les inscriptions, parce que j'étais pas au courant que ça existait, en novembre 2021. Donc, c'est vrai que moi, j'ai vraiment... Enfin, je connaissais le nom Pépite, mais je m'y étais pas intéressée et j'ai appris vraiment ce que c'était là, cette année, dans 3e année de thèse. Oui, donc, c'est ça. Non, c'est pour ça, je pense qu'il faut en parler un peu plus. Et je pense qu'il ferait mieux de nous en parler aussi avant, en master ou en licence ou oui, bien plus tôt. Je dis master licence que c'est ce que j'ai fait, mais oui, parce que comme ça, moi, ça permet aussi de mûrir une idée, parce que des fois, on se dit j'aimerais bien ou dans les écoles d'ingé, on devrait en parler. Des fois, on a une ébauche d'idées, mais bon, c'est rien de plus. Et puis au final, on développe un peu l'idée dans la tête et on arrive en thèse, on se dit c'est ça. Ouais, non, carrément. Moi, je trouve ça très, très utile qu'on en parle beaucoup plus que ça de la création d'entreprise. Je pense que ça va commencer à rentrer un peu dans les mœurs. Oui, ça commence à se développer. Ouais. Et puis, en mars 2021, donc j'ai créé parce que je voulais absolument rentrer dans une structure quelconque. Et je savais pas trop où me placer. C'était un sujet à la fois pour les scientifiques, mais pas scientifiques. À l'époque, c'était pas encore tech. Il y avait pas l'idée de mettre de l'IA là-dedans. Et un sujet en même temps artistique, mais pas non plus pour le milieu artistique. Donc c'était un petit peu, je savais pas trop sur quoi me placer. Et beaucoup d'incubateurs ont leur thématique. Soit t'es dans l'art, soit t'es dans la science, t'es pas art et science, quoi. Et donc j'ai trouvé c'est pas un incubateur, c'est un bootcamp d'1 semaine ou 2, je sais plus, de formation intensive. D'accord. Et c'était Willa. Donc Willa, c'est un incubateur de start-up de femmes. Et je me suis dit déjà si je sais pas si je suis art ou science, mais femmes, ça va, je crois. Je maîtrisais à peu près la question. Donc j'ai rejoint ce bootcamp et j'ai été lauréat du bootcamp Willa Possible en 2021. Et voilà, je me suis dit si les gens trouvent que c'est une bonne idée. Je vais continuer, quoi. Voilà, ça s'est un peu fait comme ça. Puis le réseau a commencé à ce moment-là. Je suis très contente d'avoir rencontré les autres personnes de ce bootcamp-là. On est toujours en contact. C'est bien. Ça commence le réseau. Et puis après, étape par étape, voilà. Ça, exactement. Et donc, est-ce que c'était difficile de lier justement ton projet de thèse et la création de tout ça ? Difficile, c'est plus en termes de question de temps. Je dirais que j'étais 100% sur ma thèse et... Oui, parce que moi, je compte en au-delà du 100%. Parce que j'étais à fond sur ma thèse. J'étais à temps plein sur ma thèse. Plus. Donc, la journée. Plus le soir et les week-ends, j'étais sur mon entreprise à hauteur de 25%. Maintenant, je suis à temps plein sur mon entreprise. Ouais. Et puis, en plus, t'as tous les extras parce que t'as une vie, quoi. Voilà, t'es jeune et tu profites de plein de trucs. T'as tes potes, ta famille. Permis de profiter, de pas être. Ouais, alors oui, ça aussi, je le dis parce que c'est pas parce que tu montes une entreprise et que t'es en thèse en même temps que t'as plus de vie. Non, tu continues à avoir tes potes, tu continues à avoir des relations amoureuses, tu continues à avoir ta famille. Une vie normale. Moi, je suis une droguée du sport. J'ai découvert le CrossFit à la Sorbonne Université parce qu'ils ont une super salle de sport, vraiment. Mais je connaissais pas le CrossFit et j'avais absolument pas envie d'en faire parce que j'aime pas le nom. J'adore le sport par ailleurs, surtout le sport un peu extrême. Mais le CrossFit, je trouvais ça trop américain. Et en fait, j'ai été repérée par un des profs de sport de Sorbonne qui m'a dit mais viens rejoindre le cours de CrossFit avancé là parce que je pense que tu peux apprendre. J'ai appris beaucoup, c'est très technique. Et ce prof-là est génial et j'ai vraiment kiffé. Du coup, on a fait les championnats de Sorbonne Université en CrossFit l'année où j'ai commencé. Oui, donc ça fait beaucoup et de je suis champion Sorbonne Université. Je suis voilà, donc c'est en fait on peut faut vivre quoi, on peut faire plein de trucs. Tout est une question d'organisation et de priorisation. Oui, c'est ce que je dis toujours. Voilà. Faut toujours bien s'organiser et bien. Moi, je séquence tout. Et c'est ça que ça nous permet d'apprendre plein de choses et de faire plein de choses, quoi. C'est ça. Puis c'est pas une question, c'est très rarement une question de j'ai pas le temps. C'est pas vrai. On a le temps. On n'a pas pris le temps. Oui, c'est ça. Parce qu'on a le temps de faire plein de trucs. On a le temps de je sais pas. C'est juste qu'on a préféré faire une autre chose. Mais oui, on a le temps de passer 2 heures sur Instagram. Et on n'a pas pris le temps de faire 1 heure de sport. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. C'est juste qu'on a priorisé différemment et qu'on a préféré faire autre chose. Puis c'est ok aussi, hein, si une personne préfère se dire je préfère chiller, me faire un film plutôt que d'aller faire du sport. Oui, tout à fait. Il faut juste savoir ce que t'as vraiment envie de faire. Et moi, en thèse, mes priorités, c'était continuer le sport parce que je kiffe ça et continuer d'apprendre les langues vivantes parce que j'adore ça. Et puis après, il y a eu l'entrepreneuriat, j'ai jonglé avec tout ça et voilà, ça c'est tout bien. Ça s'est bien passé. Une des personnes qui aujourd'hui me passe une commande chez Bink,
était la présidente de mon jury de thèse que j'ai rencontrée à mon jury de thèse. Je la connaissais pas avant. Donc, c'est chouette, quoi. Ça fait du réseau. C'est le réseau, ouais, c'est ça. C'est une partie du réseau. Non, c'est bien, en tout cas, ouais, ça montre qu'on peut faire plein de choses et qu'on peut faire une thèse. Il faut. Et d'être épanoui aussi, de se développer dans plein de domaines. Ah, c'est vrai que je trouve qu'on le dit pas assez. On a beaucoup peur de la thèse. Mais ouais, c'est comme quand je suis rentrée au lycée à Louis-le-Grand, on me disait tu vas mettre tes années entre parenthèses. Mes plus grands potes, ils viennent de mes années à Louis-le-Grand et voilà. Et puis j'ai passé mon temps à faire du basket, entre autres choses que de travailler. Donc c'était très chouette. Après, t'es rentré en prépa, on te dit oui, mais là pendant 2 ans, tu vas vraiment mettre ta vie entre parenthèses. Déjà, la prépa, c'était plus simple que le grand, faut dire. Donc, j'étais très contente d'être en prépa. Et ensuite, c'est dur, mais c'est une organisation qu'on apprend. Puis ça dépend, c'est ce qu'on veut, voilà. Ça dépend ce qu'on veut. Si on veut apprendre, ça nous permet d'apprendre. Exactement. Chacun a ses, Puis aujourd'hui, je vais dans les prépas pour raconter ce que c'est que d'être ingénieur, pour raconter ce que c'est d'être docteur, pour raconter ce que c'est que d'être entrepreneur et c'est chouette, quoi. Il y a vraiment un partage. C'est ce que je trouve hyper intéressant. C'est aussi le pourquoi j'ai voulu créer ce podcast. Oui. Pour montrer, partager un peu la diversité aussi. C'est ça. Les différents métiers qu'il existe, parce que souvent on pense à un seul parcours en se disant licence, master, doctorat, postdoc, chercheur. Mais qui pour montrer qu'il y a aussi beaucoup d'autres parcours. Et que la science et la recherche, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vrai. Il y a moins de gens qui font une thèse après une école d'ingé. Oui. Il y a aussi très peu de gens qui font une thèse après avoir travaillé. Je pense qu'il faut aussi se remettre dedans, parce que mine de rien, c'est aussi beaucoup de boulot. Une thèse, même si on dit que là, on peut faire plein de choses, ça reste aussi mais je pense un moment stressant. C'est pour ça aussi que c'est facile, entre guillemets, de lancer son entreprise avec la thèse. Là, hier, on était dimanche, oui. Et je me suis dit, j'ai envie de me poser dans un petit bar, puis travailler. Je me dis, mais Jeanne, t'es complètement maso. Genre, c'est dimanche, tu pourrais juste faire autre chose. Mais le fait t'es conditionné toutes tes années d'études à faire des trucs comme ça. Je pense qu'on fait quelque chose aussi qu'on aime, parce que je fais pareil. Moi, j'ai tendance à tout le temps travailler et je me force à me faire des pauses. Donc, notamment faire du sport, ça m'aide à me faire mes pauses. Mais parce qu'on met souvent le travail séparément de vivre. Oui, c'est ça. Alors que pas du tout. Oui, c'est ça. Tu peux vivre en travaillant, bref, c'est pas le travail, c'est pas de la vie. Tu peux t'épanouir dans ton travail. Je pense que c'est ça, c'est les gens qui pensent que qui pensent travailler, c'est quelque chose qui est négatif entre guillemets, ou en tout cas il y a une connotation négative. Alors que c'est ça. Moi des fois j'ai l'impression, hier j'ai travaillé, ça remplit mes journées en fait. Et j'ai aimé ce que j'ai fait. Et tu fais pas que ça évidemment. Mais je préfère faire ça pendant 2 heures que de me mettre devant un film parfois. Oui, c'est ça. Parce que j'aime faire ça, ou des fois je fais même les deux en même temps. Tu as l'impression de construire un truc utile, quelque chose qui te développe. Je trouve ça hyper constructif et enrichissant, c'est ça. Non, je pense que c'est un peu archaïque cette façon qu'on a de dire moi je vais travailler, je vais mettre des sous de côté et puis après plus tard quand j'aurai des sous, je ferai ce que je veux. Alors déjà le plus tard, on sait même pas comment il existe, donc c'est ça, donc vaut mieux profiter maintenant. Puis ensuite, franchement, quand on est au niveau master, ingénieur, docteur, c'est quand même trop dommage de faire un truc qui te plaît pas. Tu as les capacités pour faire quelque chose qui te plaît et si jamais ça existe pas, tu crées. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux se lancer quand s'il y a quelque chose qui nous intéresse, j'encourage aussi de toujours se lancer et de pas avoir peur de faire quelque chose, et puis au pire ça marche pas. Et surtout contacter les gens, parler avec des gens et aller les rencontrer et voir ce qu'ils font. Ça c'est essentiel. Oui, parce qu'au final on se rend compte que tout le monde nous apportera forcément quelque chose, et puis en fait les gens sont contents de partager en plus. Ça. Les gens ont beaucoup d'idées, beaucoup de critiques aussi parfois à faire qui sont constructives, des fois des critiques positives, pas forcément des critiques négatives. Ça. Et des fois c'est hyper enrichissant. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir vraiment ça en tête et de construire son projet comme ça, mais même pour tout, même quand on postule pour des offres qui sont juste des offres postées comme ça, c'est pas pareil que de juste répondre à l'offre et d'aller contacter le chef de labo et lui dire j'aime beaucoup votre sujet d'étude, est-ce qu'on peut se rencontrer pour en discuter? Au fait j'aimerais bien faire une thèse chez vous. C'est très différent. La personne, elle vous a rencontré. Ah oui, c'est vrai qu'il faut pas hésiter, quoi. Moi, j'ai fait que comme ça. Ça marche bien. Oui, moi aussi, au final. Non, mais c'est vrai qu'on ose
pas, je pense, les gens n'osent pas assez parler, se lancer ou ont peur. C'est ça. Je me dis bon, pire ça marche pas. Mais en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Pire, il nous répond pas. Il y a plus à perdre de rien faire que de faire quelque chose. Ouais. Non, il faut le faire. Il faut se démarquer un peu, quoi. On est très nombreux sur cette planète. Ouais. Surtout encore plus dans le monde de la recherche où il y a très peu de postes et autres. Il faut y aller, quoi. Faut rencontrer les gens. Les gens, ils rencontrent notre personnalité, ils rencontrent comment ça match ou pas. Tout ça, c'est important. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, pour finir, parce que je suis en train de voir l'heure qui tourne, j'ai un petit jeu à te faire découvrir. Donc, ça va être juste quelques petites questions où tu vas me répondre par oui et par non via des buzzers. Top. Donc, déjà, ma première question, alors c'est pas vraiment en rapport avec Bing, mais un peu avec ce qu'on venait de discuter, ce serait justement, mais je pense que je connais un peu la réponse, du coup, est-ce que tu referais une thèse? Yeah, baby! Ouais, carrément. Sans hésiter. Et alors, il y a plusieurs domaines possibles. Ça aurait pu être une thèse entre art et sciences. On m'en avait proposé une au sein du muséum. Alors, si je devais refaire une thèse en me rappelant de ma thèse actuelle, j'en ferais peut-être une autre, histoire d'apprendre d'autres choses. Mais sinon, non, je suis à fond dedans. En plus, quand t'es docteur, c'est reconnu internationalement. Tu peux voyager, travailler ailleurs. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment... Ouais, donc ça te ferait pas peur sans hésiter. D'en refaire une. Ça montre justement ça pour montrer aux gens aussi que ce n'est pas si négatif que ça, une thèse. C'est très positif. On n'est pas traumatisé à la fin. Pas du tout. Et tu en as déjà parlé, mais c'était pour revenir dessus. Est-ce que tu as déjà eu des opportunités justement donc avec des laboratoires et des chercheurs? Et enfin, c'est surtout, donc tu en as déjà mentionné. Mais est-ce que tu as déjà eu des opportunités autres que la France? Well, yes. Oui, alors moi je parle chinois. Ah oui. C'est ma LV2 parce que je parle pas autre chose. En fait, je parle pas espagnol, je parle pas allemand. C'est déjà parce que tu parles aussi anglais. Donc, oui, ça on est un peu obligé. Trilingue. Mais du coup, j'ai fait une partie de mes études à Taïwan et notamment une partie de mes stages à Taïwan pendant 6 mois dans un labo de recherche en biologie synthétique, un truc qui me passionne. Okay. Et c'est aussi pour ça que je voulais absolument faire une thèse, c'est que j'aimerais bien retourner travailler à Taïwan. Alors oui, je sais, la situation politique en ce moment, on sait pas trop. À l'époque où j'y étais allée, c'était très chouette. Et j'ai vraiment envie de travailler là-bas encore. Ah bah c'est hyper intéressant. Et du coup, ça rejoint un peu cette question-là, ma troisième question du coup. Pour le moment, donc Being est disponible partout en France et aussi du coup à l'international entièrement là. Yes. Oui, complètement. Ouais, complètement parce que l'idée là, effectivement, les commandes qu'on a viennent de gens qui sont en France parce que ça vient du réseau. Alors je dis que ça vient du réseau. Il y a des personnes, je sais absolument pas comment elles ont découvert Bing, soit par Google, certaines par recommandation ici et ailleurs. Donc pour l'instant, c'est finalement très franco-français. Comme je disais, on n'a pas encore la force de frappe là pour faire énormément de commandes par mois parce que on est encore pas très nombreux et je suis en train de former des gens et ça prend du temps pour le faire correctement. Mais l'idée, c'est d'aller partout et notamment mes contacts à Taïwan, j'aimerais bien les ressolliciter pour ça et des contacts ailleurs aussi. Là, une des personnes qui m'a contacté récemment, c'est une personne qui fait sa thèse en Allemagne. Enfin voilà, il y a pas mal d'opportunités. Ouais, c'est bien, au moins ça se développe aussi. C'est très bien. C'est ça. On n'est pas limité. Et donc, pareil, on en avait parlé au début du podcast. Donc, si on a des dessins, par exemple, moi demain, j'ai un dessin scientifique. Est-ce que je peux l'envoyer à Bing? Complètement. Alors, soit tu envoies déjà ton brouillon parce que c'est bon, tu l'as fait, voilà. On recommande de l'accompagner d'un texte, un brouillon légendé si tu veux, un brouillon commenté. Et tu nous l'envoies, tu peux aller sur le site de Bing, il y a un formulaire que tu peux envoyer ou alors récupérer directement l'adresse mail. On est contacté comme ça en général. Soit tu sais pas trop, t'as un projet mais t'as pas trop d'idées, t'as envie qu'on en discute, pareil, tu nous contactes et tu nous dis voilà, j'ai un projet sur ça, est-ce que vous faites ce genre de choses, est-ce que non? Et puis voilà, nous après on discute du projet. Vraiment l'idée c'est de s'intéresser au projet. On adore ça en plus, apprendre des nouveaux trucs en sciences. Là un des derniers travaux que j'ai fait, c'était sur les météorites. J'ai adoré. Je ne sais pas du tout mon champ d'expertise, mais j'ai adoré. Ça s'est très bien passé. En plus les échanges avec ces personnes.
Donc voilà, on travaille ensemble ce que la personne recherche, à qui elle s'adresse, comment elle veut véhiculer son idée ou sa tech ou ses recherches et pourquoi elle veut faire ce visuel-là. Donc, et puis après, on voit ensemble le graphisme, l'importance de tel et tel éléments, et puis on s'adapte toujours aussi au budget. Évidemment, on a aussi des étudiants qui nous demandent, des gens qui sont en master, on voit très bien que c'est pas du tout les mêmes porte-monnaies que les chercheurs qui gèrent des... Et donc même un designer, c'est vrai que là du coup tu as répondu d'un point de vue scientifique, et d'un point de vue là je suis un designer entre guillemets ou un artiste, et je fais un dessin, mais donc comme tu l'avais déjà aussi mentionné en début de podcast, je peux t'envoyer aussi mon dessin. L'idée c'est quand on aura vraiment une plateforme sur laquelle les gens pourront partager leurs dessins, il y a cette communauté qui partage entre elles. Là pour l'instant on est en train de la construire, et puis ça demande du développement web qu'il faut qu'on fasse quoi. Donc ça y est pas encore, mais effectivement aujourd'hui un artiste scientifique par exemple qui a une commande scientifique, qui a pas de formation scientifique et qui aimerait bien avoir notre avis de scientifique sur ce qu'il est en train de faire, mais évidemment il faut pas qu'il hésite. À l'inverse, un scientifique qui a aucune formation et qui veut faire partager son idée, il faut pas qu'il existe non plus, parce que ça marche par là. Surtout que maintenant, je pense surtout aussi autre que la communication scientifique aussi à la vulgarisation scientifique, où de plus en plus de personnes se mettent à vulgariser, et parfois on peut être aussi bloqué parce qu'on n'a pas les compétences. Parce que t'as pas les compétences. Et on veut faire ressortir un visuel, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que moi je me suis mise à apprendre à dessiner moi-même. Oui, parce que toi t'as la connaissance pour le coup. Voilà, c'est ça, j'avais les connaissances, j'avais besoin de faire ressortir, mais c'est bon, c'est aussi du temps et du boulot, c'est beaucoup de boulot à apprendre à designer, donc c'est vrai que des fois ça peut être aussi une deuxième option. C'est ça, l'idée c'est vraiment de donner la chance à tout porteur de connaissances de pouvoir le faire avec une aide en même temps assistée, quoi. Mais de pouvoir le faire eux-mêmes. Et donc, dernière question du petit jeu, qui revient, du coup, qui est dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. Penses-tu qu'un chercheur sait bien communiquer ? Il n'y a pas le buzzer maybe ou it depends. Difficile de buzzer, il faut que je buzz les deux en même temps. C'est vrai que c'est une question compliquée. Alors, c'est compliqué. Alors, je peux au pire te transformer la question. Pardon. Penses-tu qu'un chercheur sait bien communiquer à l'oral ? Là aussi, ça dépend un peu. Hein. Mais bon, je dirais oui, ceux qui communiquent. Give me a Y, give me an E, give me an S. Oups. J'ai peut-être un peu l'oups. Mais oui, carrément. Je pense que les gens qui communiquent, les chercheurs qui communiquent, savent communiquer. Ok. Et visuellement ? Après, ils savent communiquer, j'ai pas dit à qui. Ils peuvent très bien communiquer entre experts, des gens qui sont experts du même milieu. Parfois, là où c'est compliqué pour un expert, c'est de communiquer à des gens qui sont experts d'autres domaines ou pas experts du tout. Et c'est pour ça que dans ces conditions-là, le visuel est encore plus important. Il y a des choses qui se font aujourd'hui. Par exemple, BioRender aide beaucoup les scientifiques à faire des visuels qui, au moins, sont canons visuellement. Voilà. Il y a aussi que j'utilisais Smart. Je me rappelle c'est pas plus. Smart Draw, non, c'est Smart Servier, un truc, oui, quelque chose comme ça. Ouais. Smart quelque chose. Je me rappelle plus. Bon, je le mettrai sinon dans la description. Parce que ça carrément. peut être aussi c'est des outils que les gens il faut qu'ils utilisent. Ça reste limitant quand même. Je trouve. Ça reste limitant. Il y a deux problèmes majeurs, je dirais. C'est le temps qu'on passe à créer ces visuels avec ça, parce qu'on fait du drag and drop. Donc on prend les objets et on les dispose. L'idée de BIM, c'est d'automatiser cette partie-là. Puis c'est pas créatif et c'est long. Puis il y a qu'une charte, qu'un seul design. Et ensuite, c'est ça, c'est qu'il y a qu'un seul style graphique. Donc pour se différencier, ou parce que on veut publier dans un certain journal et qu'on n'a pas envie d'avoir ce style-là. De toute façon, on reconnaît tout de suite. Moi, je vois tout de suite quand je vois des BioRender, il se reconnaît de loin. Et c'est ça sa force, d'ailleurs. C'est pour ça que il fait sa pub par ça, en fait. Mais en même temps, je le trouve ça dommage. J'ai jamais utilisé, du coup, parce que parce que t'as pas envie de faire. C'était trop homogène par rapport à tout le monde. C'est ça. C'est vrai que moi, j'aime pas faire comme tout le monde. Et du coup, c'est aussi pour ça que je me suis mise à dessiner moi-même. Mais une des commandes là qu'on a en ce moment, la personne nous a dit bon voilà, moi j'ai fait ce schéma-là. Dont je suis pas forcément satisfaite. J'ai un collègue qui a fait ce schéma-là avec BioRender, je le trouve très chouette, et j'aimerais bien un style qui soit pas celui-là, qui soit un style à nous, mais qui reflète quelque chose d'un peu.
Ah, c'est pour ça que c'est aussi la force de Bing, parce qu'il y a plusieurs. C'est adapté aussi en fonction de la personnalité. C'est ça. Et puis si Moi, jamais on n'a pas les important. compétences en interne, nous on délègue une partie de la création. Quelqu'un qui nous donne un style très particulier, ça nous est déjà arrivé. Et parce qu'on a le réseau, on va pouvoir le trouver ailleurs et c'est comme ça que ça va fonctionner, quoi. Eh ben, on a dit beaucoup de choses et l'heure tourne. Donc je pense qu'on va bientôt s'arrêter. J'ai une dernière question du coup. Est-ce que tu aurais un scientifique à recommander ou une thématique en fait que tu souhaiterais que j'aborde dans les prochains podcasts? En plus, t'as le choix large étant donné que tu es la première. Eh ouais, grave. Est-ce que j'ai un scientifique à recommander? Je réfléchis. Oui, c'est un artiste scientifique. Alors, je ne connais pas très bien son parcours, mais justement, je pense que ce sera intéressant. Il est connu, mais peut-être pas son nom. D'ailleurs, je vais forcément écorcher son nom. Je pense, incapable de le dire correctement. Je suis désolée. Il s'appelle Chidie Béré Ibé. Bon, alors qui c'est? C'est un artiste scientifique qui dessine des visuels médicaux pour les personnes, représentants des personnes de la communauté noire. Ah oui, j'en ai entendu parler. Et effectivement, j'ai déjà vu 2-3 dessins. Alors, je connais pas plus, mais effectivement, ça pourrait être hyper intéressant. Enfin, déjà, je vais me renseigner. C'est ça. Alors, il est pas français. Enfin, il est pas même pas dans le secteur français. Mais je pense que c'est une des voies fortes aujourd'hui de l'illustration scientifique. D'accord. Moi, j'ai été choquée la première fois que j'ai vu un dessin de lui, pas parce qu'il représentait des personnes à peau foncée, mais j'ai été choquée de m'être jamais posé la question. Oui, mais je me suis fait la même réflexion. Et donc là, alors, t'es en train de me montrer une image. Oui. Donc, c'est d'un bébé. Fœtus, oui, je sais pas si. Non, on n'est plus au stade fœtus, d'un bébé dans le ventre d'une femme enceinte. Voilà. Et effectivement, donc là, le bébé est à la peau noire. Et moi aussi, quand j'avais déjà vu cette image, et je m'étais toujours dit, c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'au final, en fait, c'est pas représenté. En fait, quand tu fais pas partie de certaines minorités, c'est même pas une minorité, mais quand tu fais pas partie de certaines communautés, on se rend pose pas la compte question. C'est comme des hommes blancs qui se posent pas la question de savoir ce que c'est que d'être une femme. Oui. Bon, voilà, c'est pareil. Et je me dis, je m'étais fait la même réflexion. Je me suis dit, c'est vrai que quand on voit des dessins dans les livres d'anatomie, dans les livres beige partout, même, oui, c'est ça, c'est beige jaune parfois. Voilà. Mais et je trouve que lui, il répond à un besoin. Tu vois, quand je dis que Bing participe au partage des savoirs universel et par le dessin, mais universel, ça veut aussi dire de s'intéresser à des communautés différentes. Quand on repense au fait que le génome humain de référence aujourd'hui, c'est le génome d'un homme blanc, on se dit, mais il y a un problème. C'est vrai. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a des recherches fondamentales, des recherches appliquées de médicaments essentiels à la vie humaine, basés sur l'homme blanc, alors qu'on sait très bien que génétiquement, il y a des grosses différences, quoi, à travers le monde. Puis de toute façon aussi en fonction de l'environnement. De l'environnement, de plein de choses. Et je trouve ça grave qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on soit encore conditionné comme ça, quoi. Donc, je pense que faire parler, je te dis lui, si jamais il est accessible, à mon avis, c'est quelqu'un de très occupé. En tout cas. C'est vrai que ça pourrait être. Mais je pense que c'est très intéressant. Ça pourrait être aussi, un bon axe si je voulais, pour réaborder le design scientifique, ça peut être très intéressant, effectivement. Et donc, pour finir, où est-ce qu'on pourrait te retrouver si quelqu'un qui écoute notre podcast voudrait te contacter ou contacter Bing? Ah, écoute, je crois que je suis très trouvable. Alors non, j'ai un homonyme sur LinkedIn, et c'est pas moi, hein. Mais, je pense que n'importe qui tape BUINK sur Google ou Jeanne Lepayet, Jeanne Bink, peut me trouver, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, Instagram c'est sur Bink Science, Facebook, franchement si je me connecte... donc t'es plus là où il y aurait plus de chances de réponse y a ou d'interaction, c'est Instagram et puis LinkedIn avec un petit message avec l'invitation parce que sinon je sais pas qui c'est. Je mettrai les liens en description. Alors. Et puis le site internet beaucoup parce qu'il y a un formulaire de contact à ce niveau-là, donc faut pas hésiter, faut contacter. Ok, très bien. Écoute, merci à toi parce que je trouvais l'échange super riche, super sympa. Oui, c'était avec plaisir et je suis contente d'avoir fait du coup ce premier épisode avec toi. Avec grand plaisir. C'était un grand exercice. Hâte de voir ton montage.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et merci à vous d'être plus nombreux chaque jour à me suivre. Je suis vraiment contente que ce projet intéresse d'autres personnes que moi-même. N'hésite pas à t'abonner pour écouter les épisodes suivants qui sortira tous les 15 jours avec parfois des bonus entre les épisodes. Et pour plus de contenu scientifique, n'hésite pas à me suivre sur Instagram sur le compte Basiologie. À très vite!